Salut les amis, c'est Amandine Sarfati. Bienvenue à la grande émission du droit, le podcast de l'ISD. Un tête-à-tête avec un invité de prestige. Et aujourd'hui, pour le lancement, on reçoit Nathalie Tomasini, avocate au barreau de Paris. Bonjour Nathalie. Bonjour Amandine, merci de m'avoir invitée. Je suis extrêmement flattée d'être la première dans cette grande émission du droit. Écoute, merci à toi, merci d'être présente comme toujours. Écoute, on va passer quelques instants ensemble. On va revenir sur ton parcours, sur ta carrière, sur tes combats, mais aussi sur ta vision de la société et ce que tu proposes peut-être pour améliorer tout ça. Mais la première question que j'ai envie de te poser vraiment et qui est très importante pour la suite de notre discussion, finalement, elle est très simple, c'est pourquoi t'es avocate ? Alors c'est une bonne question parce que ça explique beaucoup de choses. Ce choix de profession, est-ce que c'est un choix finalement? Déjà petite, j'étais une femme de dossier. Je découpais des magazines et je triais ces différentes images en fonction des thèmes, en les collant, en les redécoupant, en faisant des montages. Et je passais facilement toute une journée entière extrêmement concentrée, assidue sur ces dossiers. Après, j'ai eu un oncle aussi avocat. Un oncle qui avait une très très forte personnalité et qui nous racontait toujours des histoires extraordinaires, que ce soit les histoires de ses clients ou que ce soit d'ailleurs les histoires de ses rapports avec ses clients. Donc il était totalement fascinant et c'est vrai que ça m'a donné certainement envie, mais d'une manière inconsciente, de faire ce métier. Et puis surtout, j'ai toujours eu une idée très précise et très pointue de la justice. L'égalité des droits entre tous, les hommes, les femmes, les enfants, mais aussi les plus pauvres, les plus riches. Ça m'a toujours semblé être une cause fondamentale. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, la profession d'avocat telle que je l'exerce et telle que je l'ai choisie, c'est vraiment la défense de la veuve et de l'orphelin. Oui, j'allais en venir. C'est vrai que tu as fondé un cabinet qui est vraiment spécialisé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Comment tu t'es retrouvée à avoir ce type de dossier et aujourd'hui, c'est ton combat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, c'est une longue histoire puisque, effectivement, le métier d'avocat, même si c'est une vocation depuis très jeune, il y a différentes manières de pratiquer cette profession. Et comme tu le rappelais, aujourd'hui, j'ai un cabinet entièrement dédié à la défense des femmes et des enfants, mais ce n'était pas le cas au départ, puisque j'ai commencé à travailler dans le domaine du droit immobilier, du droit des affaires, mais plus spécifiquement du droit immobilier. Et puis, à un moment donné de ma carrière professionnelle, j'ai perdu toute motivation. J'étais plus jeune, j'avais un enfant à charge et c'était une course effrénée finalement aux dossiers et aux honoraires pour pouvoir payer mes charges et survivre quelque part. Mais j'avais perdu la motivation dans le sens où l'immobilier, c'est une matière assez abstraite et c'était très éloigné de cette humanité que j'avais envie de trouver dans mes rapports avec mes clients. Et donc, à un moment donné de cette vie professionnelle, je me suis interrogée. Dans un premier temps, j'ai voulu aller voir ce qui se passait de l'autre côté de la barre, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que j'ai voulu expérimenter le monde de l'entreprise. Donc j'ai été directrice juridique à un moment donné dans une filiale d'une grosse banque d'affaires où finalement j'aidais à créer des fonds d'investissement. Donc rien à voir avec, entre guillemets, ce que j'ai pu faire par la suite et ce que je suis devenue. À l'époque, le monde de l'entreprise ne m'a pas du tout séduite, bien au contraire. J'ai trouvé que ce monde était encore plus hostile et encore moins humain que le métier d'avocat dans le domaine de l'immobilier. Donc très vite, j'ai abandonné également ce côté-là de la profession, c'est-à-dire juriste d'entreprise. Finalement, j'ai recommencé par la petite porte comme collaboratrice puisque j'avais vendu ma clientèle d'administrateurs de biens
Puisque j'étais devenue donc salariée dans une entreprise, j'avais donc vendu ma clientèle et je m'étais fait au maître du barreau. Je recommence donc chez une consoeur en tant que collaboratrice, alors que j'avais déjà fait mes armes et que j'avais déjà eu une clientèle, donc c'était difficile. Mais je recommence dans un domaine qui me semblait plus proche de mes aspirations, à savoir le droit de la famille. Et les premières clientes que j'ai pu recevoir dans ce cabinet commençaient à me confier un certain nombre d'entre elles, voire plus que la majorité, des violences qu'elles subissaient dans le huis clos familial. Donc j'en parle donc à la consoeur avec laquelle je travaillais, dont j'étais la collaboratrice en définitive, et je lui dis écoute, il me semble qu'on devrait dans ce dossier aller vers un divorce pour faute parce qu'il y a des griefs évidents. Cette femme est battue. D'ailleurs, je lui ai conseillé d'aller déposer plainte. Et quelle n'est pas ma surprise lorsque j'entends cette consoeur me dire, alors c'était il y a quelques années, c'est ça. C'était, on va dire, en 2009, donc ça remonte, et c'était une époque où on parlait très peu des violences conjugales et encore moins des violences intrafamiliales. Donc je lui dis voilà ce que j'ai conseillé à la cliente, et donc cette dernière me répond écoute, il faut que tu dises à la cliente de tourner la page. On va pas s'engager dans un divorce pour faute fleuve qui va durer des années, et en fin de compte cette femme va plus souffrir à travers la procédure que l'inverse. Et je me disais en moi-même, mais on peut pas raisonner de cette manière-là. On peut pas finalement se taire. Cette femme ne peut pas se reconstruire si elle n'évoque pas ce dont elle a été victime, si elle ne dépose pas plainte, et si cette plainte, on n'en fait pas cas dans le cadre du divorce. Elle ne pourra jamais passer à autre chose. Donc tout cela fait son chemin. Et je rencontre une autre consoeur avec qui j'avais d'ailleurs débuté dans l'immobilier et dont le conjoint était chirurgien dentiste. Et il pratiquait dans un cabinet où il y avait d'autres spécialités, notamment une psychologue. Et cette psychologue recevait énormément de femmes à l'époque qui venaient lui confier toutes les violences qu'elles subissaient, elles et leurs enfants. Et finalement, l'idée de créer un cabinet entièrement dédié à la lutte contre les violences intrafamiliales fait son chemin. Donc avec cette consoeur, on décide de faire une petite étude de marché parallèlement à l'exercice de nos professions respectives. Elle travaillait dans un cabinet, je travaillais dans un autre cabinet. Donc on faisait ça le week-end dans ma cuisine. On fait une étude de marché, on voit qu'aucun cabinet de ce type-là n'existe en France. En revanche, il y en a des cabinets entièrement dédiés au Canada et dans les pays anglo-saxons. Donc c'était aussi le tout début des sites Internet. Et on se dit, quelle autre façon, finalement, vont avoir ces femmes que d'appeler à l'aide à travers, finalement, le numérique et un site Internet. Ça va être la petite meurtrière du château où elles sont, du château ou de la cabane où elles sont prisonnières, où elles vont pouvoir nous appeler pour qu'on puisse les aider. Donc, on met en ligne un site Internet avec un message extrêmement clair, vous aider, en gros, une promesse, vous aider à sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, de l'impasse des violences et de l'emprise. À partir de là, là aussi, c'est un peu un tsunami d'appels suite à la mise en place et la mise en ligne de ce site Internet. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Nos familles respectives nous avaient déconseillé de créer ce type de cabinet, tout simplement en nous disant mais attends, un cabinet d'avocats, avant tout, c'est une mini-entreprise. Les femmes qui sont violentées par leur conjoint, elles n'ont pas d'argent, elles sont démunies, elles ne pourront jamais payer d'honoraires.
Mais en fait, les honoraires, on en reparlera. Mais à l'époque, c'était pas du tout. Moi, j'étais focus, j'étais vraiment concentrée sur le fait qu'il y avait un véritable besoin et qu'il n'y avait rien en place pour aider ces femmes. Donc pour moi, je me suis dit, il faut faire quelque chose. C'est pas possible. En tant que femme moi-même et en tant qu'avocate, j'avais subi des violences psychologiques, notamment de par mes maîtres de stage et d'une manière plus personnelle de par les hommes que j'avais pu rencontrer dans ma vie. Et la loi de juillet 2010 venait à peine de sortir et cette loi m'a interpellée puisqu'on pouvait désormais renvoyer devant un tribunal correctionnel des hommes qui avaient violenté les femmes psychologiquement. Donc le délit de violence conjugale, le délit de violence psychologique conjugale était créé. Donc c'était quand même aussi une première. Donc tout ça conjugué, il m'a semblé vraiment nécessaire de créer ce cabinet. On a quand même le sentiment que la parole des femmes s'est libérée. Il y a eu plusieurs mouvements, MeToo, Balance ton porc. On en est où aujourd'hui? Est-ce que tu as le sentiment que les choses ont progressé? Est-ce qu'il y a plus de prévention? Est-ce que les auteurs sont sanctionnés, condamnés? On en est où? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Est-ce que les choses ont évolué? Alors évidemment, les choses ont évolué puisque je te parlais de 2009, quand rien n'existait. Loi de 2010, on a le délit de violence psychologique. Et puis après, il va y avoir toutes les affaires que l'on a pu défendre, à savoir l'affaire Alexandra Lange 2012, l'affaire Jacqueline Sauvage 2016-2017 et très récemment, donc en 2021, l'affaire de Valérie Bacot. Donc les mouvements Balance ton porc et MeToo, le mouvement MeToo, il commence aux États-Unis. Bon, c'est à peu près 2017, c'est l'affaire Weinstein, ça débute comme ça, dans un domaine très particulier qui est celui du cinéma. Ça va avoir des répercussions à l'international, mais surtout en Europe, en France. Alors, ça a évidemment libéré la parole. Ça, c'est très très clair. Libération de la parole avec multiplication donc des dépôts de plainte de ces femmes. Après, moi, là où je suis plus mitigée, c'est est-ce qu'il y a vraiment une avancée dans la prise en compte dans le système police-justice de cette libération de la parole. Là-dessus, je dirais que on est très loin du compte encore aujourd'hui. Mais justement, voilà, demain, admettons, t'es ministre du droit des femmes. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes solutions pour voilà, mettre un terme ou en tout cas réduire ce fléau des violences faites aux femmes? Alors, il y a plusieurs pistes. On a parlé depuis de très longues années, parce qu'il y a eu 5 plans triennaux où on parlait déjà de la formation et de l'éducation. Donc ça, c'est une piste qui aujourd'hui n'est pas concrétisée réellement. Il y a des efforts de fait, mais la majorité des intervenants police-justice ne sont pas formés. C'est-à-dire qu'on a encore des commissariats dans lesquels les femmes sont reçues par des officiers de police judiciaire qui n'ont aucune technique d'écoute bienveillante, qui sont submergés et qui ne sont pas là en réalité pour prendre correctement la plainte de la victime. Et les femmes viennent encore me voir dans mon cabinet pour me dire ils m'ont demandé le fondement de la plainte, comme je ne savais pas quel était le fondement, donc j'ai pas pu déposer plainte. On ne demande pas à une victime quel est le fondement d'une plainte. Elle raconte son histoire et c'est à l'EPJ de trouver le fondement. Donc par la suite, il y en a d'autres qui viennent et qui me disent c'était très difficile de pousser la porte de ce commissariat, maître, et quand je l'ai poussé, on m'a dit de revenir demain parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'effectifs. Donc on en est toujours là. Donc moi je parle de formation des intervenants
OPJ, gendarmes, formation aussi des magistrats. Je crois qu'à l'ENM, et c'est très récent, ça date de 2018, il commence à y avoir des cours sur les violences conjugales, intrafamiliales. Donc c'est très récent, donc à amplifier. Et je parlais d'éducation, mais l'éducation au sens large, c'est-à-dire que le petit garçon doit apprendre à respecter la petite fille dès l'école maternelle, mais il n'y a pas que ça, il devrait y avoir des cours également où on apprend le respect envers l'autre, la bienveillance, l'empathie du petit garçon envers la petite fille, et on explique ce que sont les violences et les rapports de domination homme-femme. Et ça doit évidemment exister, maternelle, primaire, secondaire, et également il doit y avoir des actions de sensibilisation dans les universités. Ça, c'est une partie de l'éducation. Bien sûr, il y a les parents, mais il y a aussi, on va dire, la société au sens large, c'est-à-dire les médias, tout ce qui est culture, les arts, le cinéma, le théâtre, qui doivent véhiculer d'autres images des rapports hommes-femmes que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc ça, c'est fondamental. Donc on voit bien qu'à titre de prévention, l'éducation, la formation sont fondamentales. Ensuite, bien sûr, mettre des outils juridiques en place qui soient efficaces. Les lois, tu fais quoi? Tu les changes, les lois? Alors, évidemment, les lois, il faut... Parce que toi, tu œuvres pour ça, avec la légitime... Rappelle-nous un petit peu ce que tu avais développé, justement. Ça me permet d'aller sur les grandes affaires sur lesquelles tu as été. Bien sûr. Alors, le droit pénal, notamment, et le droit civil, on pourra en dire quelques mots, ne sont pas adaptés. Aujourd'hui, les textes de loi ne sont pas adaptés aux femmes victimes de violences conjugales. Pourquoi ? Tout simplement, déjà, en ce qui concerne le droit pénal, on a deux principes fondamentaux et fondateurs du droit pénal qui sont, d'une part, le doute profite à l'accusé et d'autre part, la présomption d'innocence. Évidemment, pour une femme qui est victime de violence, c'est terrible parce que c'est la preuve qui nous manque dans tous ces dossiers, puisque c'est un huis clos. Donc, c'est parole contre parole. Alors, évidemment, on va pouvoir s'en sortir avec des certificats médicaux qui attestent non seulement des lésions, mais aussi des traumas. Et en ce qui concerne la présomption d'innocence, c'est un autre problème. Parce que pour moi, ce qui est fondamental, c'est de prioriser le principe de précaution et de prévention au détriment du principe de présomption d'innocence. Je m'explique. Lorsqu'on met un présumé criminel ou délinquant en détention provisoire, ça existe. Et pour autant, il est toujours présumé innocent. Donc pourquoi on ne ferait pas la même chose finalement, dès qu'on a un dépôt de plainte avec une ITT, une incapacité totale de travail des femmes, c'est une unité de mesure pénale, ça veut dire qu'il y a un vrai trauma quand c'est supérieur ou égal à 8 jours. Pourquoi on ne mettrait pas à titre préventif l'auteur, le présumé délinquant, le présumé criminel en détention provisoire? C'est une vraie question. Parce que finalement, on préfère laisser l'individu suspect en liberté et prendre le risque, finalement, que cette femme soit violentée ou tuée. Parce que, parlons-en très rapidement, des bracelets anti-rapprochement et des téléphones grave danger, ça ne les empêche pas de les tuer. Ça ne les empêche pas. Donc, t'encadres tout ça parfaitement bien pour qu'on puisse avoir des critères précis à partir de quel moment cette personne doit être présumée finalement violent, quoi. Et en fait, déjà, l'idée, c'est de changer, c'est d'inverser les choses. C'est de vouloir davantage protéger la victime que de se dire, bon, cet homme, potentiellement, il est sans doute dangereux, mais pour l'instant, il n'est pas condamné, on le laisse libre. Puis bon, si la victime, finalement, elle prend plusieurs coups de couteau
ou un coup de fusil, de toute façon, on peut rien y faire. Hein. C'est comme ça, c'est la loi, etc. Non, non. Il faut se mettre du côté de la victime. Et c'est ce qui pêche, d'une manière générale, dans notre droit pénal. Tu n'as pas peur des abus Alors oui, tu vas avoir des... Non, il va falloir des critères qui soient précis. Je parlais de jours d'ITT, et quand on parle de détention provisoire, il faut qu'elle soit courte. Le temps de l'enquête, en fait. Bien évidemment, si on se rend compte qu'il n'y a rien, à ce moment-là, il sera relâché. C'est pas la même détention provisoire que dans les procès avec une instruction et des aveux, ou un crime avéré avec une dangerosité avérée. Mais là encore, moi, ce que je constate, c'est que la dangerosité de ces hommes violents, elle est toujours minimisée. Et ce que je constate aussi, c'est que les chiffres des féminicides ne diminuent pas, bien au contraire. Bien au contraire. Je crois que depuis 2019, on a à peu près les mêmes chiffres. On est au-delà de 118 féminicides par an. C'est ça que je voulais te demander, en fait. On en est où, quoi? Finalement, ça baisse pas, et c'est toujours présent, et c'est de plus en plus fort, on a l'impression. Mais donc, c'est une vraie question. Ouais. Pourquoi ça ne baisse pas? On doit se remettre en cause. Si ça ne baisse pas, c'est que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'est pas suffisant. Mais pourquoi c'est pas suffisant? Parce qu'on se met dans la position qui est, encore une fois, ce que je viens de dire à l'instant, d'être quelque part du côté du présumé coupable, mais qui n'est pas coupable parce que pas condamné. Si on se met tout de suite du côté de la victime, forcément, on va outiller d'une manière différente, que ce soit concrètement avec les dispositifs. C'est pareil que le téléphone grave danger, pour moi, il est totalement obsolète. Encore aujourd'hui, je parlais récemment sur un plateau du fait que je ne comprenais pas, mais ça fait longtemps que je dis ça, que je ne comprenais pas pourquoi, à l'ère du numérique, il n'y a pas une application dans nos smartphones gratuite pour toutes les Françaises, parce que nous sommes des victimes potentielles. Toutes femmes que nous sommes des victimes en réalité, potentiellement. Et donc aujourd'hui, toutes ces femmes, toi comme moi, comme tout le monde, on a besoin de cette application qui nous permettrait, avec un organigramme où on aurait une association de victimes, un hôpital, un cabinet d'avocats, à proximité dans le périmètre où on se fait agresser, où on appuierait juste sur un bouton, et il y aurait comme ça un organigramme avec des téléphones reliés et le commissariat le plus proche. Et ça, je ne comprends pas. Alors, il existe des applications privées, comme Appel, ça existe. Mais moi, ce que je demande, c'est que ça soit le gouvernement qui mette ça en place et qui crée cette application. Ça serait extraordinaire, et je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas fait. Ouais, c'est vrai, ça paraît évident, c'est clair. Voilà. Donc, il y a, par exemple, cette idée-là. Axer davantage sur les programmes, je l'ai dit, et aussi au niveau des médias et de la culture, très important. Et enfin, changement, effectivement, de paradigme au niveau des principes, mais ça c'est très compliqué, au niveau des principes fondateurs du droit pénal, je viens d'en parler, mais aussi du droit civil, avec le principe d'autorité parentale conjointe. Alors, on y vient, il y a une nouvelle loi qui vient d'être adoptée le 13 novembre 2023 par notamment à l'initiative d'Isabelle Santiago, députée, sur le fait que cette autorité parentale conjointe, elle est aberrante quand il y en a un des deux, notamment surtout le père, qui est condamné ou qui est mis en examen. Mais bon, le Sénat a amendé ça, c'est beaucoup moins novateur que ça ne le devait, parce qu'on avance à tout petit pas. Ouais, c'est ça. Donc il y a les textes de loi, et donc là on va revenir aussi sur mes affaires, sur l'affaire notamment Jacqueline Sauvage et Valérie Bacot. Mais avant cela, je voudrais dire aussi que pour moi, il y a une nécessité de radicalisation des sanctions
à l'encontre des hommes violents. Aujourd'hui, c'est pas possible qu'un homme qui a tué sa compagne puisse s'en sortir avec 15 ans de détention. C'est pas possible, surtout quand on sait comment s'applique ce type de peine. En réalité, Ils sortent après moitié de peine. Ouais. Moitié de peine. Incroyable. Donc c'est rien. Et d'ailleurs, ils en sont très conscients. Parce que on me rabâche les oreilles en me disant mais enfin l'effet dissuasif du quantum de peine ça n'existe pas, c'est vraiment à l'ancienne, on y est revenu, c'est pas parce que tu sais que tu vas être condamné à temps que tu passes pas à l'acte. C'est totalement faux, en tout cas évidemment que c'est pas le seul critère qui va empêcher un individu de passer à l'acte. Mais tout de même, moi, ce que j'entends dans mon cabinet, ce sont des femmes qui me disent, de toute façon, voilà ce qu'il me dit. Il me dit qu'il ne risque rien et que même s'il me tue, bon, il fera quelques années de prison, il ressortira, il refera sa vie et moi, je ne serai plus là. Donc ça, c'est la réalité. Ça, c'est du concret. Donc, radicalisation des sanctions, moi, je souhaiterais qu'il y ait une perpétuité réelle pour les hommes qui ont tué leur compagne, perpétuité réelle avec des peines planchées de 30 ans. Ça, c'est une vraie peine. En réalité, il faut être extrêmement ferme à l'encontre des hommes violents et des hommes qui passent à l'acte et qui tuent leur compagne. Si on est dans quelque chose qui est finalement mitigé, où on essaye de peser toujours le pour et le contre, ça ne marchera pas. Alors, je sais très bien que ce discours, pour les pénalistes et les confrères qui défendent des auteurs, il n'est pas entendable. Ouais, c'est ça que j'allais te dire. J'allais en venir à ça. Comment tu te situes par rapport justement aux autres avocats? Comment tu te définis? Parce que c'est quand même très spécifique. Tu défends des femmes violentées. T'es souvent du côté, t'es même quasiment toujours du côté de ces femmes. Donc, comment tu te définis par rapport à ce métier, par rapport aux autres confrères? On ne fait pas le même métier. On ne fait pas le même métier. Moi, j'ai choisi mon camp. Moi, je suis à côté des victimes et je serai toujours à côté des victimes. Je ne peux pas défendre un auteur. À ceci près que, récemment, j'ai accepté de défendre un homme, mais qui a tué un autre homme, qui s'avérait être l'ex-compagnon de sa petite amie, et il l'a tué parce qu'il a eu peur que ce dernier ne tue justement sa petite amie, et donc l'ex-compagne de celui qui l'a tué. Et là, j'ai accepté de le défendre, parce que ça rentre dans le cadre de mon combat. En réalité, cet homme a empêché un féminicide. Donc, je suis en défense. Il est auteur. Il est accusé. Comme je l'ai fait pour Jacqueline Sauvage, exactement, qui était également accusée, mais que j'estimais être avant tout une victime. Justement, je voulais revenir sur les grandes affaires dans lesquelles tu as été. Il y a eu Valérie Bacot et il y a eu Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage, c'est quand même une affaire historique puisqu'elle a obtenu deux grâces de François Hollande. Ouais. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu? C'est quand même, encore une fois, historique et j'imagine qu'on n'en sort pas... non, c'est une affaire, évidemment, qui marque une carrière d'avocat et qui marque particulièrement la mienne. C'est une affaire folle. Une affaire folle, mais qui avait sa place dans, justement, la progression de l'appréhension par la société de ce qui se passe dans le huis clos familial, dans un rapport violent homme-femme et de domination. L'affaire Jacqueline Sauvage, je pense qu'elle est finalement la marche qui, par la suite, nous permet d'arriver
à MeToo, à Balance ton porc. C'est une marche essentielle. C'est un jalon essentiel. Parce qu'elle a en réalité sensibilisé, là pour le coup, la société française à ce que c'était que les violences conjugales. Alors on nous a beaucoup reproché notre stratégie de défense, qui était certes audacieuse, puisque nous avons plaidé la légitime défense différée. Pourquoi avoir plaidé ce concept totalement novateur de légitime défense différée? Tu sais que je fonce dans le mur quand tu le plaides, ou t'espères vraiment que ça passe? Ah non, pas du tout. Moi, je suis persuadée, de toute façon, de ce que je vais plaider. Et de surcroît, je me dis que même si ça passe pas, on gagne quand même. Ouais. On gagne quand même parce qu'on avance des pions et on explique aux jurés et donc à la France entière qu'une femme qui est violentée pendant 47 ans dans le huis clos conjugal, c'est une femme qui est en danger de mort permanent et donc, a fortiori, en état de légitime défense permanent. Mais ça existe dans d'autres pays? Alors, justement, Ouais. la première chose qu'il faut savoir, et que peu, finalement, de gens savent, puisqu'on a occulté cette donnée qui est quand même fondamentale, c'est que notre cliente, Jacqueline Sauvage, la première fois qu'on la voit, qu'on la rencontre en détention, elle nous dit « Moi, j'étais en état de légitime défense. Je ne pouvais pas faire autrement, j'allais mourir. Moi, je veux que vous expliquiez que j'étais en état de légitime défense. » Donc déjà, Ouais. c'est notre cliente qui nous dit la façon dont elle souhaiterait qu'on la défende. Donc en tant qu'avocat, il faut quand même coller aux aspirations de sa cliente, si tant est que ça soit envisageable juridiquement. Donc, deuxième élément, légitime défense, telle qu'elle est définie dans le code pénal, il faut un acte d'attaque, première chose. Donc là, on l'avait, puisque Jacqueline Sauvage avait été frappée et traînée par sa chaîne par son conjoint, donc Marot, Norbert Marot, de son prénom Norbert. Elle avait été violentée, et d'ailleurs, dans le dossier, c'est très clair, elle a peu de jours d'ITT, mais elle a 3 jours d'ITT. Donc lèvres fendues, attaque. Donc un acte d'attaque, on l'avait. Un acte de défense dans le même temps. Donc critère de concomitance. Avait-on ce critère de concomitance? Alors, là-dessus, on nous dit, elle a été attaquée, mais à quelle heure est-elle passée à l'acte? Et on arrive à démontrer qu'en réalité, il y a très peu de minutes qui séparent le moment où elle prend le fusil dans la chambre et le moment où elle tire sur Norbert Marot. Et dans la jurisprudence, il est évoqué que l'acte, quand on parle de concomitance entre l'acte d'attaque et l'acte de défense, on nous dit ça doit être dans le même temps. On ne nous dit pas ça doit être en même temps. C'est la nuance. Dans le même temps. Qu'est-ce que ça veut dire dans le même temps? Ça peut vouloir dire aussi avec quelques minutes de décalage. Ce qui était le cas dans l'affaire de Jacqueline Sauvage. Parce que chronologiquement, elle est d'abord agressée. Il casse la porte de sa chambre, il la fracture, il la traîne dans la cuisine par la chaîne, il lui fend la lèvre et il la laisse pantelante dans le couloir face à sa chambre. Et lui, il se reprend une bière et il va sur la terrasse pour cuver, alors qu'il est déjà extrêmement imbibé. Donc ça s'est fait dans un temps très très proche. Et donc elle voit le fusil, instrument du destin qui est dans un angle de la chambre. Elle s'en empare et elle tire 3 coups de feu dans le dos de Norbert Marot. Donc on arrive
au deuxième critère, qui est le critère de proportionnalité. Alors évidemment, on peut nous dire, attendez, vous plaisantez, elle est armée, elle a un fusil de chasse, il est de dos et elle tire 3 balles. Il a aucune chance. Vous pouvez pas nous dire que le critère de proportionnalité, là, il est rempli, il existe. Eh bien, moi, je dis que si. Pourquoi ? Parce qu'il faut se mettre à la place d'une femme qui a été battue, je le répète, pendant 47 années. En fait, cette femme, Jacqueline, on lui a demandé combien mesurait Norbert Marot. Elle a dit, il était très grand, il mesurait plus d'1,80 m. En réalité, pas du tout. Il faisait un peu plus d'1,70 m. Incroyable. Donc en réalité, c'est ça. Moi, je dis là que le critère de proportionnalité, il est rempli. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle prend le fusil de chasse et qu'elle tire de dos, là, elle est à égalité avec Norbert Marot. S'il avait été de face et qu'elle n'avait pas eu d'arme, elle était morte. Ça a été une affaire qui a été extrêmement médiatisée et comme tu l'as dit, ça a été quand même... Ça a été très médiatisé et je voudrais quand même rajouter, là je vous ai fait un raisonnement, mais je me suis inspirée également d'une affaire extrêmement célèbre au Canada, qui est l'affaire d'Angélique Lavallée, qui était un arrêt ancien qui avait été rendu par la Chambre criminelle en 1999. Des faits identiques à ceux de l'affaire de Jacqueline Sauvage. C'est-à-dire que voilà une femme, Angélique Lavallée, qui, une nuit, au bout d'une énième violence, prend un fusil et tire non pas 3 coups, mais 2 coups de fusil dans le dos de son conjoint. Cette femme va être acquittée au bénéfice de la légitime défense parce qu'il y a un expert, traumatologue, qui connaît bien son métier et qui décèle chez cette femme un syndrome de femme battue. Si bien qu'à la suite de cette affaire, le code pénal canadien a été modifié. C'est incroyable. Et la définition de la légitime défense, qui était la même que celle donc ça aurait pu, c'était l'objectif, ça aurait pu le faire, c'est clair. C'était l'objectif. Ouais, bien sûr. Tu y vas et tu y crois à fond et tu te dis, on va faire bouger les choses et ça serait vraiment une avancée. Ça serait une avancée parce que, encore une fois, et j'ai pas lâché l'affaire. Ouais. Aujourd'hui encore, j'y travaille. Peut-être pas sur une redéfinition comme je le souhaitais de la légitime défense, mais peut-être comme une exception spécifique à la légitime défense. Exactement, sur l'article 122.6 finalement, qui existe aujourd'hui. Parce qu'il y a des exceptions au principe de légitime défense, notamment quand il y a un intrus qui rentre de nuit chez vous et que vous prenez un fusil, donc il n'y a pas de critère finalement de concomitance et de proportionnalité, et que vous tirez pour défendre votre vie et surtout votre domicile. En réalité, j'aimerais bien qu'il y ait un nouvel alinéa dans cet article-là, précisément s'agissant de femmes qui ont vécu des violences pendant de nombreuses années et chez qui on décèle un syndrome de femme battue. Donc j'y travaille encore, notamment avec Valérie Boyer, qui est députée, sénatrice aujourd'hui. Donc j'ai pas lâché l'affaire. C'est pour cela que finalement cette défense qui a été tant décriée était très réfléchie, audacieuse, certes, mais très réfléchie. Et puis, si ça ne passait pas, je savais que en convoquant la presse autour de cette notion totalement nouvelle qui nous arrivait donc des pays anglo-saxons, je savais que j'allais avoir une écoute et surtout finalement un formidable écho auprès de la société civile pour justement leur parler de ce qu'étaient les violences conjugales dans le huis clos familial. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé parce que ça marque vraiment un début à ce débat pour faire avancer les choses et pour éventuellement faire changer la loi demain. Tout à fait. T'as été très critiqué, il faut dire ce qui est, et tu l'es encore aujourd'hui. Récemment, il y a un journal assez connu qui a fait tout un billet sur toi, plutôt hostile, on peut le dire, que moi personnellement j'ai trouvé infect. Je pense que c'est important de le préciser. Il y a un truc sur lequel on t'attaque et sur lequel on t'a attaqué, c'est les honoraires. Mm-hmm. Le journaliste qui a rédigé cet article a considéré que tu facturais trop cher tes clientes. Qu'est-ce que tu lui dis au journaliste qui a écrit ce billet et comment toi tu as vécu Alors je te cache pas cette publication? Oui.
Alors, je te cache pas, Amandine, que je l'ai pas forcément bien vécu. Il y a eu 15 jours difficiles après la parution de cet article, de ces articles même. Nécessairement, on se remet en cause. On se remet en cause, pas simplement par rapport à ce qui est dit. C'est beaucoup plus profond en réalité que ça. On essaye de comprendre comment finalement c'est arrivé. Et puis, on repense à tout ce qu'on a fait, au sens qu'on a donné à sa carrière professionnelle pour se trouver critiqué de la sorte. C'est assez douloureux, je dois dire, mais après réflexion, ça m'a permis de mettre les mots qu'il fallait sur le pourquoi de cette critique, de la part notamment des victimes et de certaines donc de mes clientes et pas des moindres. En réalité, ces victimes, elles ont déjà tout perdu lorsqu'elles viennent me voir. Effectivement, pour elles, l'aspect financier, c'est la double peine. Sauf que je ne suis pas coupable, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne suis pas coupable puisque moi, je les défends dans la multiplication des procédures qui sont intentées par leurs conjoints violents, qui sont aussi de grands manipulateurs qui finalement gardent un lien toxique et mortifère à travers ces procédures avec ces dernières. Ces victimes, lorsqu'elles ne sont pas finalement reconstruites, qu'elles ne sont pas soignées, elles sont dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, où de victimes, quelque part, elles deviennent agresseurs elles-mêmes. Donc on est dans ce schéma-là. Parce que ces femmes-là, tu les as aidées, tu les as soutenues, tu les as défendues, tu as obtenu des résultats exceptionnels. Absolument. Et moi, j'ai été très surprise de voir que elles pouvaient aujourd'hui te reprocher des choses. C'est impensable. C'est choquant. Ouais, c'est choquant. C'est choquant et ça interpelle forcément et d'une manière très profonde. C'est pas rien. Parce que cette mission qui était la mienne, ça donnait du sens non seulement à ma carrière professionnelle, mais aussi à ma vie tout court. Et ces clientes étaient plus que des clientes. J'ai tout donné. Aujourd'hui, on vient me reprocher mes honoraires. Mais comme je le disais, pour elles, à la fois, c'est une double peine. Et puis, c'est le paradoxe de la profession telle que je l'exerce. Parce que je suis du côté de ces femmes qui, finalement, n'ont plus rien, même financièrement. Je les défends. Mais en même temps, je dois facturer ma prestation. Il en va de la survie de mon cabinet. Bien sûr. Parce que, et là je m'adresse aux futurs confrères et aux étudiants de l'ISD, un avocat, c'est aussi un petit chef d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il doit se faire payer. Il doit travailler du mieux qu'il peut, et souvent un nombre d'heures considérable, et se faire payer. C'est fondamental. Il y a deux aspects. Mais dans mon cas, où ma clientèle n'est constituée que de victimes qui n'ont pas forcément les moyens, c'est compliqué, c'est paradoxal de demander de l'argent à quelqu'un qui vient d'être battu et qui n'a plus rien. Mais si ce cabinet n'avait pas existé, il n'y aurait eu ni l'affaire Lange, ni l'affaire Sauvage, ni l'affaire Bacot. Donc oui, il y a un prix à payer, mais pour avoir une bonne défense, pour gagner ses affaires, il y a un prix à payer. Et encore une fois, j'essaye, dans la mesure de possible, de prendre mes affaires d'assises aujourd'hui à l'aide juridictionnelle, en essayant d'obtenir des indemnités provisionnelles et de prendre un honoraire de résultat avec les civils. Mais je ne peux pas prendre l'aide juridictionnelle au civil. L'aide juridictionnelle, ça équivaut à être payé 4 € de l'heure. Donc, on ne peut absolument pas faire survivre un cabinet à l'aide juridictionnelle. On ne prenons que des affaires à l'aide juridictionnelle. Voilà. Donc, la solution, c'est laquelle ? Encore une fois, c'est à l'État, il me semble,
de relever le seuil de l'aide juridictionnelle. Si aujourd'hui l'État proposait un tarif d'aide juridictionnelle, un taux horaire qui soit compétent avec l'aspect chronophage de ces dossiers de violence conjugale, bien sûr que je la prendrais si j'étais correctement payée par l'État. Et ça serait tout bénéfice pour les victimes. Par ailleurs, il y a d'autres aussi choses qui peuvent être faites en faveur des victimes. Notamment, il est encore incroyable que les victimes payent les consignations des experts à leurs frais, même si par la suite, elles peuvent en demander le remboursement. Mais elles avancent les frais d'expertise. C'est une aberration. Mais là encore, elles n'ont pas le choix. Donc, les frais d'experts, et on pouvait aussi peut-être penser à tout ce qui concerne les protections juridiques, déjà relever aussi le seuil des protections juridiques, et puis faire en sorte que ça ne soit pas des remboursements sur facture acquittée, mais que les protections juridiques prennent en charge directement et payent les avocats sur facture. Est-ce que ça peut être aussi un signe de réussite, toutes ces critiques qui te sont faites? Comment tu le vis au quotidien? Il y a plusieurs choses. Je pense que il y a un principe qui est une notion plutôt. Il y a une notion qui est celle de la sororité qu'on devrait davantage appliquer et qui est fondamentale. Dans le milieu féministe, je trouve sincèrement qu'on a tous et toute notre place. Les associations, les avocats et également les féministes de tous bords. En revanche, je constate que c'est un peu difficile de trouver cette complicité qui ferait une véritable force et qui nous permettrait de renverser des montagnes et d'arriver finalement à changer de paradigme de société. Oui. Donc cette notion de sororité, elle est vraiment à travailler et à mettre en application. Et aujourd'hui, je pense qu'on en est encore loin. Donc jalousie peut-être, mais surtout essayer de prendre du recul et de voir qui tire les ficelles. Parce qu'en réalité, ceux qui ont fait cet article, contrairement à l'objectif avoué, encore une fois, de défendre les victimes, il y a des objectifs beaucoup plus obscurs. Et j'imagine que certains confrères masculins ou d'autres politiques qui ne me voient pas forcément d'un très bon œil ont décidé d'une cabale à mon encontre. Tout simplement. Après, tu sais, Amandine, les chiens aboient. La caravane passe. J'adore. Mais justement, à l'ISD, tu sais qu'on est très critiqués. Et pourtant, tu as accepté d'être notre marraine. Complètement. Pourquoi ? Mais parce que j'estime que tu fais partie de ces femmes qui sont novatrices. Moi, j'aime les femmes courageuses qui sortent des sentiers battus et qui proposent autre chose et quelque chose en même temps qui, pour moi, a de l'avenir. Très sincèrement, la formation telle qu'elle existe aujourd'hui des jeunes confrères n'est pas adaptée à la profession. Et toi, justement, tu dépoussières tout ça, tu changes, avec beaucoup de courage, parce que c'est difficile. Il faut se battre contre les idées reçues, les sentiers déjà existants. C'est très compliqué, surtout quand on est une femme, en plus. Donc, j'ai accepté avec joie d'être la marraine 2024 pour l'ISD, parce que, quelque part, on se ressemble. C'est vrai. Merci Nathalie. Merci infiniment. La transmission pour toi, donc c'est important. J'espère que tu viendras nous voir à l'ISD et qu'on aura l'occasion de plaider sur une des affaires dans laquelle tu as été. C'est toujours un plaisir en tout cas. Merci de croire en nous et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Amandine.
Eh bien, c'est la fin du premier podcast de l'Institut supérieur du droit, la grande émission du droit. C'était la première avec Nathalie Tomasini. On a passé un excellent moment. Je vous dis à très bientôt pour la numéro 2.